He's a lightweight, this guy. He's a terrible, I think he's terrible. I thought he did a terrible job at the Grammys. I thought the whole Grammys was terrible. I watched part of it. It's not watchable. But he was a lousy host. I'd say not as bad as Jimmy Kimmel, but pretty close. I have nothing to do with Jeffrey Epstein. The DOJ, they announced, they released 3 million pages. It's like this is all they're supposed to be doing. The DOJ, I think, should just say, we have other things to do. And other than Bill Clinton and, Bill Gates and lots of people that have, there are a lot of questions about it, but nothing on me. Jeffrey Epstein and this sleazebag writer named Michael Wolff were conspiring against Donald Trump to lose the election. When Epstein was alive, like 10 years ago, nobody cared about it. Le dimanche soir, début février 2026, les Grammy Awards ont suivi le scénario que toute personne ayant déjà assisté à la cérémonie reconnaît immédiatement. De la musique, des remerciements répétés, des discours trop longs, quelques blagues qui fonctionnent, d'autres moins. Trevor Noah était sur scène pour la 5e fois en tant que présentateur, et il y avait quelque chose de légèrement différent dans sa façon de mener la soirée. Il avait lui-même déclaré que ce serait son dernier spectacle. Il ne semblait pas soucieux de trouver les mots justes. Lorsque Billie Eilish a remporté le prix de la chanson de l'année avec Wildflower, le moment a été exactement ce que l'on attend d'une cérémonie de cette envergure. Longs applaudissements, caméra zoomant sur le visage de l'artiste, musiciens se levant de table. C'est juste après cela que Noah a fait le commentaire qui, à ce moment-là, semblait n'être qu'une remarque rapide, lancée en l'air avant la catégorie suivante. Une comparaison ironique impliquant Donald Trump, l'ancien intérêt du président pour des territoires stratégiques comme le Groenland, et l'image publique qui, depuis des années, accompagne le nom de Jeffrey Epstein. Bill Clinton est entré dans la phrase presque comme un détail secondaire. Le public a ri. La retransmission a continué. Personne ne semblait penser que quelque chose d'important venait de se produire. Ce détail a son importance, car rien dans l'atmosphère ne laissait présager une rupture. Il n'y a pas eu de réaction de choc. Il n'y a pas eu ce moment où la caméra cherche quelqu'un de dérangé dans le public. Cela a été traité pour ce que c'était, une blague, dans un événement de divertissement, dite par un comédien devant des millions de personnes, habituées à entendre des choses bien plus dures sur cette même scène. Ce qui a tout changé est venu après, alors que la scène était déjà vide. Le lendemain matin, peu après 10 heures, Donald Trump a publié un long texte sur son compte Truth Social. Ce n'était pas un commentaire impulsif écrit au petit matin, ni une brève provocation. C'était un texte réfléchi, écrit calmement, niant fermement qu'il ait eu un quelconque lien avec l'île de Jeffrey Epstein et affirmant que Trevor Noah avait fait une déclaration fausse et diffamatoire. Trump ne s'est pas contenté de nier. Il a menacé d'intenter un procès. Il a parlé d'envoyer des avocats. Il a parlé d'argent. Il a parlé de divertissement. La lecture de ce texte provoque un étonnement immédiat, non pas à cause du contenu en soi, mais à cause du contraste. Un président des États-Unis répondant à une blague faite aux Grammy Awards, comme s'il réagissait à une accusation formelle. Trump a cité George Stephanopoulos, il a cité ABC News, il a cité CBS et l'émission 60 Minutes. Il a mis au centre de la conversation des accords judiciaires récents, des montants de plusieurs millions et des victoires juridiques. C'était comme s'il disait, sans le dire explicitement, qu'il avait déjà testé cette voie auparavant et qu'il savait comment elle fonctionnait. C'est à ce moment-là que l'épisode a cessé d'être simplement curieux pour devenir inhabituel. Les présidents ont déjà ignoré les humoristes. Ils ont déjà ironisé, ils se sont déjà plaints. Mais transformer une phrase de quelques secondes, prononcée lors d'un événement culturel, en menace publique de poursuites judiciaires, n'est pas quelque chose que l'on voit souvent. Le choix de répondre de cette manière ne semblait pas accidentel. Il semblait délibéré, et surtout, il semblait hors du contexte original de la phrase. Ce décalage est encore plus évident lorsque l'on observe le contexte politique dans lequel tout cela s'est produit. 3 jours avant les Grammy Awards, le 30 janvier,
le ministère de la Justice avait annoncé la publication de millions de pages liées à l'affaire Jeffrey Epstein. Le procureur général adjoint Todd Blanche est apparu devant les caméras pour affirmer que le gouvernement se conformait pleinement à la loi sur la transparence des dossiers Epstein, Epstein Files Transparency Act. Quelques heures plus tard, des parlementaires tels que Ro Khanna et Robert Garcia ont commencé à remettre publiquement en question le caractère exhaustif de cette divulgation. Il était question de millions de pages identifiées, mais non divulguées. Le débat faisait encore rage. Ce contexte n'explique pas à lui seul la réaction de Trump, mais il change la façon dont elle est interprétée. Lorsqu'un président choisit de réagir avec force juridique à une blague impliquant Epstein, au moment même où les dossiers reviennent au centre du débat, la coïncidence attire l'attention. Même s'il n'y a pas de lien direct, le timing est important. Il est toujours important. Un autre détail qui n'est pas passé inaperçu est la façon dont Trump a décrit la blague. Il a affirmé que Trevor Noah aurait dit qu'il était allé sur l'île d'Epstein. En revoyant le discours original, on entend autre chose. Il n'y a pas d'affirmation directe, il y a de l'ironie, de l'association, de l'exagération rhétorique. C'est le genre de construction qui ne fonctionne que parce que le public comprend qu'il ne s'agit pas d'une accusation littérale. Cette différence entre ce qui a été dit et ce qui a été allégué dans la réponse présidentielle est minime sur le papier, mais énorme dans sa signification. À partir de là, la blague n'était plus une question d'humour. Elle est devenue une question de pouvoir, une question de qui définit les limites du discours public, une question de jusqu'où le droit est utilisé pour répondre aux métaphores et aux provocations. La réaction de Trump a incité des millions de personnes qui n'avaient peut-être même pas entendu la blague originale à la rechercher. Elle a incité les juristes à commencer à la commenter. Elle a donné à l'épisode une dimension qu'il n'aurait jamais eue s'il avait été ignoré. Il y a des moments où ce qui attire l'attention n'est pas le contenu initial, mais le choix de la réponse. La soirée des Grammy Awards s'est terminée comme elle se termine toujours. Mais le lendemain matin, le poids de ce commentaire avait complètement changé. Et, dès le début, il était déjà possible de voir que la discussion ne se limiterait pas au goût personnel d'un président pour une blague, mais qu'elle s'étendrait à un terrain où l'humour, le droit et le pouvoir se rencontrent de manière inconfortable. Pour ceux qui suivent de près ce type de tension, il est intéressant d'observer non seulement ce qui a été dit sur scène, mais aussi ce qui s'est passé après. C'est là que des épisodes apparemment mineurs commencent à révéler quelque chose de plus important sur le moment politique dans lequel ils se produisent. Après l'impact initial de la publication de Donald Trump, le ton de la conversation a commencé à changer. On ne parlait plus seulement de la blague aux Grammy Awards ou du goût personnel du président pour ce type d'humour. L'attention s'est alors déplacée vers une autre question, moins évidente et plus dérangeante. Que cherche exactement à faire Trump lorsqu'il transforme de tels épisodes en menaces juridiques publiques? Cette question se pose, car ce geste n'est pas sans précédent. Lorsque Trump a cité George Stephanopoulos, ABC News et CBS dans sa publication, il ne se contentait pas de se défendre. Il rappelait, presque comme pour souligner un antécédent, qu'il avait déjà utilisé cette voie auparavant et obtenu des résultats. Dans le cas d'ABC, le procès tournait autour d'une distinction technique concernant la décision judiciaire impliquant Jean Carroll. La discussion ne portait pas sur un fait inventé, mais sur la manière dont un présentateur avait décrit un jugement à l'antenne. Néanmoins, le coût de la poursuite du litige a conduit à un accord à plusieurs millions de dollars. CBS a suivi une logique similaire en mettant fin judiciairement à la controverse concernant la diffusion d'une interview dans l'émission 60 Minutes. Ces épisodes ont servi d'exemple à Trump pour montrer que le système peut être mis sous pression. Non pas parce que la loi est nécessairement de son côté, mais parce que le procès lui-même impose des coûts. Des années de litige, une usure publique, des frais juridiques, de l'incertitude. Pour les grands réseaux, cela se traduit par des calculs commerciaux.
Pour les individus, cela peut signifier quelque chose d'encore plus lourd. C'est dans ce contexte que la menace contre Trevor Noah prend une autre signification. Car Trevor Noah n'est pas une chaîne de télévision. Ce n'est pas une entreprise dotée de conseillers juridiques permanents et de départements chargés de gérer les risques. C'est un comédien qui, ce soir-là, faisait ses adieux à son rôle d'animateur des Grammy Awards. Il ne s'exprimait pas au nom d'une rédaction et ne présentait pas un reportage. Il s'exprimait comme quelqu'un qui sait que dans ce type d'événement, l'exagération, l'ironie et l'association libre font partie du jeu. Pourtant, il a été traité comme s'il avait commis une infraction formelle. Dans le milieu juridique, cela a immédiatement déclenché des alertes. Pas tant sur les chances réelles de succès d'une procédure judiciaire, mais sur l'effet que ce type de menace produit. Des avocats spécialisés dans le premier amendement ont commencé à faire remarquer que si la logique présentée dans le message de Trump était poussée à l'extrême, toute blague impliquant des personnalités publiques pourrait être réinterprétée comme une allégation factuelle malveillante. Non pas parce que le public y croirait, mais parce qu'une personne puissante aurait décidé de dire qu'elle y croyait. Ce point est essentiel. Le droit américain a toujours fait une distinction claire entre les affirmations factuelles et le discours satirique. Des affaires telles que Hustler Magazine contre Falwell existent précisément parce que la Cour suprême a estimé que permettre des poursuites fondées sur l'humour créerait un dangereux précédent. Néanmoins, le simple fait qu'un président menace de tester cette limite modifie déjà le contexte. Il n'est pas nécessaire de gagner pour avoir un effet. Un autre élément qui a commencé à peser dans l'interprétation de cet épisode était le contexte politique plus large. La libération des archives de Jeffrey Epstein faisait encore l'objet de débats. Todd Blanche avait affirmé que le ministère de la Justice avait pleinement respecté l'Epstein Files Transparency Act, mais des voix au Congrès, comme celles de Ro Khanna et Robert Garcia, affirmaient publiquement que cela ne correspondait pas aux chiffres présentés. On parlait de millions de pages identifiées, mais non divulguées. Le sujet était toujours d'actualité, toujours brûlant, et soulevait encore des questions sans réponse claire. Dans ce contexte, la réaction de Trump à la blague de Noah a été perçue par certains observateurs comme un moyen de détourner l'attention. Il ne s'agissait plus du nombre de documents qui avaient été divulgués ou retenus, mais d'une injustice présumée commise à l'encontre du président sur une chaîne nationale. L'attention s'est détournée de la question de la transparence pour se concentrer sur la réputation personnelle. Il n'y a aucune preuve que cela ait été planifié de cette manière. Mais l'effet pratique est difficile à ignorer. Le fait que Trump insiste sur une interprétation littérale de la blague a également attiré l'attention. En affirmant que Trevor Noah aurait dit qu'il était sur l'île d'Epstein, le président ignorait le fonctionnement de base de l'humour. La blague fonctionnait par association et non par affirmation directe. Ce type d'interprétation forcée est généralement rare chez les personnalités publiques expérimentées, ce qui a conduit certains analystes à suggérer que l'interprétation littérale faisait partie de la stratégie. Traiter une métaphore comme un fait est un moyen efficace de juridiciser le discours. Pendant ce temps, le silence de Trevor Noah a également commencé à être interprété. Il n'a pas répondu par une autre blague, n'a pas publié de longs textes, n'est pas entré en confrontation directe. Pour certains, cela indiquait une certaine sérénité. Pour d'autres, c'était simplement le choix de ne pas alimenter une dynamique qui n'avait clairement pas commencé sur la scène des Grammy Awards. Quoi qu'il en soit, l'absence de réponse contrastait avec le ton combatif du message présidentiel. Au fil des jours, il est devenu clair que l'épisode ne portait plus sur les goûts personnels ou l'humour de mauvais goût. Il s'agissait désormais d'une question de méthode, de la manière dont le droit est utilisé comme langage politique, de la manière dont les menaces juridiques, même lorsqu'elles ne se concrétisent pas, façonnent les comportements, modifient les débats et créent des zones de prudence là où régnait auparavant l'irrévérence. Pour ceux qui suivent ces disputes depuis longtemps, ce type de mouvement n'apparaît pas comme une exception, mais comme un signe.
Le signe que certaines limites sont en train d'être testées. Signe que la frontière entre la critique et la réaction institutionnelle est plus sensible. Et signe que des épisodes apparemment insignifiants peuvent prendre de l'importance lorsque quelqu'un décide d'y répondre, non pas avec indifférence, mais avec tout le poids de l'appareil juridique. C'est à ce stade intermédiaire, où rien n'a encore été officialisé, mais où beaucoup de choses ont déjà été modifiées, que l'affaire commence à devenir plus intéressante que la blague qui l'a déclenchée. Au fur et à mesure que la controverse s'intensifiait, il est devenu de plus en plus évident qu'il n'y avait pas de consensus sur la signification institutionnelle des faits liés à la phase finale de l'application de l'Epstein Files Transparency Act. Parmi les spécialistes du droit public, les anciens membres du ministère public fédéral et les analystes du fonctionnement de l'État, les interprétations se sont réparties en différentes catégories analytiques. Bien qu'elles partent souvent du même ensemble d'informations objectives, ces analyses aboutissent à des conclusions différentes quant aux conséquences structurelles de l'épisode. Pour certains, ce qui s'est passé reflète le strict respect des garanties juridiques en vigueur. Pour d'autres, cela met en évidence la persistance d'un modèle d'autocontention institutionnelle lorsque des enquêtes sensibles impliquent des acteurs disposant d'un capital politique ou économique élevé. L'un des axes les plus débattus s'est concentré sur l'idée du respect formel de la loi. Dans cette optique, en soutenant qu'il avait pleinement satisfait aux exigences légales, le ministère de la Justice, sous la coordination administrative de Todd Blanche, aurait adopté une interprétation large de sa propre autorité. La législation prévoyait la divulgation de tous les dossiers non classifiés, mais n'établissait pas de mécanisme de vérification externe capable d'évaluer de manière indépendante l'étendue de cette conformité. Dans cet espace normatif peu délimité, le pouvoir exécutif a fini par exercer, dans la pratique, la fonction d'instance finale de validation, ce qui, pour une partie de la doctrine constitutionnelle, modifie l'équilibre traditionnel entre le contrôle législatif et l'exécution administrative. D'autres experts ont toutefois fait remarquer que ce degré de discrétion n'est pas inhabituel dans les procédures traitant de collections documentaires volumineuses et sensibles. Ils ont souligné que la protection des victimes, la conservation des documents liés aux abus sexuels sur mineurs et l'intégrité des enquêtes en cours ne sont pas des exceptions résiduelles, mais des fondements essentiels du système de justice pénale. Dans cette perspective, la rétention de certains documents n'indiquerait pas nécessairement une obstruction délibérée, mais reflèterait la complexité propre à l'affaire Epstein, qui s'est étendue sur plusieurs décennies, a traversé différentes juridictions et a impliqué de multiples organismes publics. Néanmoins, le point de tension le plus important reste lié au manque de transparence quant aux critères effectivement utilisés pour appliquer ces exceptions. Selon les informations déjà divulguées, le Federal Bureau of Investigation a produit en août 2019 un mémorandum interne identifiant 9 personnes classées comme des membres de la famille ou des proches associés de Jeffrey Epstein, dont 8 étaient décrites comme des co-auteurs potentiels de crimes. Parmi ces noms, seul Ghislaine Maxwell a été formellement accusé, jugé et condamné, sa peine ayant été maintenue après que la Cour suprême a refusé d'examiner son appel en octobre 2024. Les autres restent, à ce jour, dans une situation institutionnelle indéfinie, sans accusation publique et avec des références largement supprimées dans les documents rendus publics. Cette divergence alimente les interprétations les plus critiques sur la conduite de l'affaire. Pour les analystes qui partagent cette lecture, l'historique révèle une succession de décisions qui, bien que juridiquement défendables lorsqu'elles sont évaluées isolément, produisent ensemble un résultat caractérisé par des niveaux réduits de responsabilité effective. L'accord conclu par Alex Acosta en 2007, la mort d'Epstein avant son procès en 2019, la fragmentation des enquêtes ultérieures et, plus récemment, la divulgation partielle de documents en 2026 sont considérés comme faisant partie d'une même trajectoire institutionnelle, pas nécessairement planifiée,
mais structurellement cohérente. Au sein du Congrès, ce diagnostic a suscité diverses réactions. La commission de surveillance de la Chambre des représentants a présenté de nouvelles demandes formelles d'information et a commencé à discuter de la possibilité de citations à comparaître plus larges, y compris des demandes adressées à la procureure générale Pam Bondi, dans le but d'obtenir des éclaircissements détaillés sur la conservation de dossiers spécifiques. Au Sénat, Chuck Schumer et d'autres dirigeants ont réaffirmé que l'objectif de la législation ne s'est jamais limité à la simple mise à disposition de documents, mais visait à permettre une évaluation approfondie des décisions prises au fil du temps par différents organismes fédéraux. Le ministère de la Justice, quant à lui, continue d'affirmer qu'aucune personne n'a été délibérément protégée et que tout indice concret de crimes supplémentaires sera examiné. Néanmoins, comme le font remarquer d'anciens procureurs fédéraux, cette position se heurte à des limites pratiques évidentes. Les enquêtes criminelles dépendent d'un accès étendu à l'ensemble des preuves. Et la conservation prolongée de grands volumes de documents sous le sceau du secret entrave non seulement le contrôle public, mais aussi la pression institutionnelle nécessaire pour faire avancer de nouvelles procédures. Cette impasse aide à expliquer pourquoi le débat actuel ne se limite pas à la figure d'Epstein ou aux noms mentionnés dans les documents divulgués. L'enjeu est la capacité du système institutionnel à faire face à des situations où le temps, la concentration du pouvoir et la complexité administrative agissent de manière combinée, contribuant à la dilution des responsabilités. À ce jour, il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si les événements de janvier 2026 représentent un tournant ou simplement une étape supplémentaire d'un processus prolongé. Les projections sur les développements à venir restent également divergentes. Certains analystes estiment que le conflit entre le Congrès et le ministère de la Justice pourrait aboutir à la création de nouveaux mécanismes de contrôle documentaire ou à de futurs ajustements législatifs. D'autres considèrent de plus probable une prolongation de l'impasse, avec des disputes techniques sur la portée, la classification et la juridiction s'étendant sur une période indéfinie. Dans tous ces scénarios, le système continue de fonctionner de manière réactive, sans issue clairement définie. Les archives historiques indiquent que les épisodes de cette nature produisent rarement des réponses immédiates ou des trajectoires linéaires. Leurs effets ont tendance à se manifester progressivement, à mesure que les décisions administratives, les pressions politiques et les interprétations judiciaires s'accumulent au fil du temps. L'Epstein Files Transparency Act a été conçu comme un instrument visant à clore un chapitre marqué par l'opacité institutionnelle. Ce qui est toutefois apparu clairement jusqu'à présent, c'est la difficulté persistante à transformer la transparence formelle en clarté institutionnelle effective. Suivre ces développements exige plus qu'une attention momentanée. Il faut observer comment chaque position officielle s'intègre dans une séquence plus large, encore en formation. C'est grâce à ce suivi continu qu'il devient possible de comprendre non seulement le contenu des décisions prises, mais aussi la manière dont le système lui-même réagit lorsqu'il est soumis à un stress prolongé et cumulatif.